L'une des armes les plus redoutables de la Deuxième Guerre mondiale ne tuait pas. Elle influençait le moral des combattants et des civils. C'était la radio. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Elle diffusait de la propagande, mais guidait aussi notre liberté. Sans elle, le général de Gaulle serait peut-être resté un inconnu. La France aurait sans doute été administrée par l'armée américaine. La prise d'antenne par une poignée d'hommes courageux, en août 1944, a changé l'histoire de notre pays. Ici, radiodiffusion française. Le comité d'action militaire du Conseil national de la résistance et l'état-major... Aujourd'hui, la liberté des ondes fait partie de notre quotidien. Mais leur libération a été un long combat qui est allé bien au-delà de la guerre. Nous sommes au Musée des Arts et Métiers à Paris, à l'étage de la communication, avec en particulier une belle série de postes de radio et de télévision. C'est sur des postes comme celui-ci qu'on écoutait la radio pendant la guerre? Oui, en effet, on pouvait écouter sur des postes de ce type qui s'appelle la boîte à jambon, qui est un magnifique poste en marqueterie, mais qui était réservé quand même aux familles les plus fortunées. La Première Guerre mondiale est un formidable accélérateur de diffusion de la technologie. Des centaines de milliers de soldats vont apprendre à découvrir cette nouvelle technologie qui permet de s'exprimer à distance et qui équipe tous les champs de bataille. Et donc, quand ils vont revenir chez eux, beaucoup vont avoir cette espèce d'intérêt, de passion pour la télégraphie sans fil, puisque c'est le nom qu'on lui donne à l'époque. Quand il prévoit le beau temps, les rossignols chantent, le gibier reste dans les bois. La télégraphie sans fil, baptisée familièrement la TSF. Le rêve de tous ces poilus, c'est de construire leur TSF dans un garage ou un atelier. Ils s'échangent des paroles, de la musique, lisent des poèmes au micro. Il n'y a pas de réglementation ni d'organisation précise. Les ondes sont encore libres. On recevait les émissions au début sur des postes à galène, comme celui-ci, ou à lampe, comme celui-là. Les postes avec haut-parleurs apparaissent au début des années 30. 10 ans plus tard, en 1939, il y avait près de 6 millions de postes en France. C'est absolument considérable et c'est probablement la première fois qu'une technique se répand avec une telle rapidité, puisque les premières émissions remontent au début des années 20 et 15 ans plus tard, une vingtaine d'années plus tard, la moitié de la population peut avoir accès de façon très régulière aux émissions de ces postes. La radio a un tel succès en France que le gouvernement est obligé de limiter le nombre de stations pour éviter la cacophonie. À partir des années 30, il y a 28 stations. La moitié sont publiques, l'autre moitié privée. La météo à 45. À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend des chansons. On va y mettre très vite de la musique qui va devenir l'élément le plus présent. La radio nage dans toutes les boutiques tic. La radio nage dans toutes les maisons. Ici, Radio Cité. Longueur d'onde 280 mètres 9. Il y a environ 20% du temps qui est consacré aux informations, ce qui a une durée très longue. Mais ce n'est pas du tout les informations telles qu'on les imagine aujourd'hui à la radio. C'est-à-dire c'est le règne de la chronique, c'est le règne de l'éditorial, c'est le règne du papier long. La radio n'est pas l'endroit où on vient chercher l'actualité. Elle est l'endroit où on vient chercher plutôt une interprétation du monde, des commentaires, des explications. La question qui ce soir paraît la plus importante pour Berlin et Rome est celle de savoir si Paris et Londres vont soutenir les républicains espagnols dans cette lutte décisive pour la Catalogne.
Et puis, avec la montée des périls, à la fin des années 30, les choses changent considérablement et la radio arrive dans le terrain de l'actualité. Ici, Radio Cité. Longueur d'onde, 280 mètres 9. Malgré les événements, les Français de 1939 se sentent à l'abri de leur culture. Ils pensent que la propagande radiophonique n'est pas un danger pour eux. Pendant la drôle de guerre, ils suppriment plus de la moitié du personnel de la radio pour l'envoyer sur le front. La radio n'est pas une priorité militaire. Mais à leurs frontières, la vision des choses est bien différente. Les Allemands, vis-à-vis de la radio, avant la guerre, ont tout de suite compris qu'ils pouvaient en faire une arme de guerre. Hitler, dans Mein Kampf, dès 1925, a écrit « Les mots sont des armes ». Et son ministre de l'information et de la propagande, Goebbels, lui-même dira que la radio peut être aussi efficace que des chars. De leur côté, les Anglais avaient pour règle à la BBC d'informer, d'éduquer, de divertir. Mais à partir du moment où, dans les années 30, les ondes subversives en Allemagne, en Italie ont commencé à faire des dégâts, ils ont choisi de lutter contre ces ondes. Donc ils ont mis en place un service en langues étrangères, 45 postes pouvant émettre en 45 langues différentes. La débâcle fait cruellement découvrir aux Français la puissance de la propagande. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Le gouvernement allemand déclare solennellement au gouvernement français qu'il n'a pas... Quelques heures plus tard, c'est par la radio diffusée dans les rues par haut-parleurs que les Français reçoivent les consignes des nouveaux maîtres. Le gouvernement allemand déclare en outre solennellement... Le lendemain de la capitulation, 18 juin, un général inconnu lance un appel à la résistance depuis le micro de la section française de la BBC à Londres. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. L'enregistrement de l'appel du 18 juin a été perdu. Celui que l'on entend, très proche du premier, date du 22 juin. Mais cet appel va tout changer. De Gaulle l'écrit dans ses mémoires. « Je n'étais rien au départ. À mes côtés, pas l'ombre d'une force, ni d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l'étranger, ni crédit, ni justification. Mais ce dénûment même me traçait ma ligne de conduite. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. » Nous sommes sur l'avenue des Champs-Élysées, juste en face du Lido. C'était l'endroit où les Allemands avaient installé leur radio, Radio Paris, en lieu et place d'un ancien poste très important, le poste parisien, qui était une des radios privées les plus connues d'avant-guerre. Le Radio Paris était dirigé par le docteur Bofinger, qui était un Allemand, un ancien de Radio Stuttgart, cette radio qui avait été un des plus beaux fleurons de l'armada radiophonique allemande, qui avait démoralisé les Français ou tenté en tout cas d'inverser l'opinion publique durant la drôle de guerre. À ses côtés, il a fait rentrer un autre ancien de Radio Stuttgart, le docteur Friedrich, qui animait une émission intitulée « Un journaliste allemand vous parle ». Notre devoir futur, comme notre intérêt, sera de collaborer encore à l'établissement d'une nouvelle Europe, forte, prospère et délivrée enfin de l'emprise des sociétés secrètes dirigées par le judaïsme, qui travaillent sans relâche à la domination du monde. Et
puis des Français qui étaient de tendance extrême droite, donc qui venaient soit des Camelots du Roi, soit du Parti populaire français, soit du Rassemblement national populaire. Et parmi ces Français qui officiaient à Radio Paris, il y a le fameux Jean-Hérold Paqui, connu pour ses chroniques et qui se terminait toujours par cette phrase mythique « L'Angleterre, comme Carthage, sera détruite ». Si d'aucuns s'amusent à l'idée que la guerre peut retrouver cette terre de France, personnellement, je ne m'en réjouis pas, non pour des raisons mystérieuses de politique, mais parce que je continue à penser que pour venger la France, l'Angleterre, comme Carthage, doit être détruite. Dans cette guerre des ondes qui leur offre soit Radio Paris, soit Radio Vichy, assez rapidement ils vont se tourner vers la BBC, parce que la BBC, pour eux, c'est véritablement la confidente, l'amie, c'est la radio de la liberté, de la vérité et de l'espoir. Donc pour eux, s'informer, c'est se tourner vers Londres. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, Radio Paris ment. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Les témoins encore vivants de cette guerre des ondes sont peu nombreux. Jean-Claude Montagnier avait 22 ans à l'époque. Sa passion, c'est la radio. Ici, au musée de l'Aventure du Son à Saint-Fargeau, il a patiemment reconstitué une des plus belles collections de postes de l'époque. Sur ce genre de poste, on pouvait écouter Radio Londres en prenant la précaution d'avoir un cadre antenne qui permettait d'éviter le brouillage, ce brouillage dont on retrouvera des enregistrements, mais qui ressemblait un peu au petit moulin à musique des enfants qui faisaient des ding 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 ding. C'était très fort, très puissant, et c'était juste sur la longueur d'onde de Radio Londres. Par conséquent, on ne pouvait pas entendre les Français parlent au français. Voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Alors, il y avait 3-4 personnes autour du poste, mais on mettait tout bas. Le voisin d'à côté, était-ce un adepte du maréchal Pétain? Était-il en relation avec des Allemands? On ne le savait pas. Et ça, c'était une chose qui était assez dangereuse. C'était très risqué d'écouter Radio Londres, ça pouvait coûter le camp de concentration, éventuellement d'être joint à un groupe d'otages pour être fusillé, le cas échéant, s'il y avait lieu de fusiller des otages. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune... On ne sait pas combien de personnes ont été prises en otage pour avoir écouté la BBC pendant la guerre. Ce risque n'a pas dissuadé les Français, mais n'était pas sans ambiguïté. La voix de la France libre venait de Londres, c'est-à-dire d'un pays étranger. Ce n'était pas sans effet sur son indépendance. De Gaulle va se retrouver lui-même un petit peu à l'étroit à la BBC parce que à la BBC, il subit la censure britannique. Il est obligé de donner lecture de ses textes plusieurs heures avant la diffusion et il ne se sent pas complètement indépendant. Donc il va tout faire pour utiliser un média, une radio, à sa mesure, vraiment à sa dimension et libre. Ça veut dire que l'appel du 18 juin a été soumis à la censure britannique? L'appel du 18 juin a été soumis à la censure britannique, même si De Gaulle a écrit dans ses mémoires qu'il ne subissait aucune censure. Tous ces textes étaient vérifiés par les Anglais. Dépendre de la BBC est incompatible avec l'indépendance de la France, pense De Gaulle. Il veut une radio nationale non soumise à une puissance étrangère, même alliée, et qui fonctionnera dès que Paris sera libéré. Il commence à la concevoir en 1942, confie cette tâche à 2 hommes sûrs, Jean Guignebert et Pierre Schaeffer. Ce dernier est à la tête d'un petit studio discret situé dans cet immeuble du quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris, le service de la recherche. Aujourd'hui, ce qu'il en reste est sur le point de disparaître, emporté par des travaux de rénovation, mais il y a 70 ans, c'est là que tout s'est joué.
C'est un lieu qui est au départ un lieu réquisitionné par la radiodiffusion nationale, sur lequel Pierre Schaeffer va jeter son dévolu pour y fonder un centre d'expérimentation radiophonique. Un lieu qui va opérer de mois en mois, au fil des mois, ce passage du licite, donc d'un lieu tout à fait officiel, attenant à la radiodiffusion nationale, du passage du licite à l'illicite, avec des actions souterraines, clandestines, d'enregistrement clandestin en prévision du jour J, du jour de la libération, lieu où on va cacher des émetteurs, lieu où vont se réunir des écrivains des éditions de minuit. Alors là, on rentre au premier étage, et là, on voit les beaux volumes de ce bâtiment. On est dans des grandes salles vides, silencieuses, avec des voix qui résonnent. On a du mal à s'imaginer que c'était un lieu de production, une ruche où des artistes venaient, repartaient, enregistraient. Le studio d'essai de la radiodiffusion française présente La coquille à planète par Pierre Schaeffer. Chapitre 1er. Il y avait même parfois des orchestres. Beaucoup de musiciens de l'Orchestre national de la radio, dont certains d'ailleurs avaient des activités résistantes, sont venus enregistrer des productions musicales ici, notamment avec le chef d'orchestre Roger Desormières. Et puis cette ouverture sur le jardin qui nous permet d'enjamber ces grandes fenêtres et de passer directement donc, du bâtiment au jardin. Et ça, c'était absolument parfait pour les réalisateurs de radio parce qu'il y avait la possibilité d'imaginer des cheminements, d'imaginer des passages et de passer de l'intérieur à l'extérieur, comme on le souhaitait en fait. En remontant chez l'astrologue, je cherchais la meilleure façon de l'aborder. De biais, non de fond. Ma seule chance d'en savoir davantage, c'était de lui dissimuler ma compétence. Il y a une figure, tout d'abord, centrale dans cette organisation résistante, c'est Pierre Schaeffer, polytechnicien, ingénieur, musicien. C'est un homme dont on peut dire que toute son action se place sous le signe de l'engagement dans l'animation des groupes, dans l'énergie du groupe et cette capacité extraordinaire qu'il a à fédérer les hommes et en même temps à ruser avec le pouvoir. Et c'est la nuit que petit à petit vont commencer à s'organiser, ce que Schaeffer va appeler les émissions de minuit. Camus, Aragon viennent lire des textes, il y a des mises en musique aussi de certaines pièces. Donc il y a toute une créativité résistante qui fédère le groupe. Il n'était pas du tout question de les obliger d'employer ou non la musique, et ils avaient toute attitude pour adapter. On peut dater le début des enregistrements des émissions clandestines au début de l'année 1944. 1er juin 1944, Pierre Schaeffer envoie une note à Jean Guignebert qui lui dit qu'il a mis en place un plan des 100 heures. Plan des 100 heures voulant dire que c'est 100 heures de programme ininterrompus qui permettront de servir les antennes le jour J et dans les 3 jours qui vont suivre. Jean Guignebert est le responsable de l'information nationale dans la Résistance. Avec le message de Pierre Schaeffer, il sait que tout est prêt pour ouvrir l'antenne. Mais les Allemands sont toujours là. Ils viennent même d'arrêter et de déporter une partie des techniciens de la radio pour fait de résistance. Il faut attendre. Le débarquement, puis l'avancée des troupes américaines. Le 17 août, Radio Paris cesse d'émettre à 14h45. C'est le signe que les Allemands commencent à plier bagages. Le lendemain, 18 août, c'est le début du soulèvement de Paris. Le moment d'agir est arrivé. Pierre Schaeffer prend les commandes de la libération proprement dite, c'est-à-dire qu'il va prendre le pouvoir, démettre de ses fonctions l'administrateur général de la radiodiffusion nationale. Le soir même, les locaux de Radio Paris sont occupés. 35 hommes en armes, aidés par des gendarmes, vont mettre dehors les dernières personnes qui se trouvaient à Radio Paris. À ce moment-là, la résistance contrôle tous les émetteurs. Pourtant, le 19 août, la radio nationale libérée n'émet toujours pas. Et Guignebert a très peur. Il a très peur que le fait qu'on émette une émission, on se fasse repérer par les Allemands.
Dès le 20 août, il y a 600 barricades dans Paris qui sont montées, il y a des tirs partout, il y a des barrages partout, puisqu'il y a quand même 20 000 soldats allemands qui sont à Paris. Donc cette guerre est quand même, cette insurrection est quand même extrêmement risquée. Donc si les postes ce nouveau poste de radio, cette nouvelle radiodiffusion de la nation française est détruite, ce serait une catastrophe. Le 21 août, la presse écrite libre commence à paraître. L'état-major de l'insurrection demande à Schaeffer d'ouvrir sa radio. Son patron, Jean Guignebert, accepte de prendre le risque. Cette libération de la radio a été reconstituée dans ce film un an plus tard, en 1945, par ceux qui l'ont vécu. Cette scène est censée se passer dans la soirée du 21 août. Pour la première fois, la radio nationale libérée va émettre. Il faut choisir celui qui fera l'annonce. Bonsoir. Alors ça va, tout est prêt? Tout est prêt, patron. Schaeffer a dit. Oui, Schaeffer m'a mis au courant. Alors on va démarrer. Qu'est-ce qui fait la première annonce? Je pense, patron, qu'elle revienne droit. Oh non, mon vieux, t'as fait un an de tôle, c'est bien pour toi. Va, toi qui vas la faire. Celui qui est choisi s'appelle Pierre Crénès. C'est le plus jeune de ce qui n'est pas encore une rédaction. 70 ans plus tard, tous les acteurs de ces moments historiques ont disparu. Mais Pierre Crénès avait décrit cette scène dans un livre et son épouse raconte. J'ai la sensation d'être déjà dans un autre monde, d'avoir quelques instants d'avance sur les auditeurs qui vont entendre dans quelques secondes la phrase libératrice. La Marseillaise passe dans l'antenne. Il est 22h31. Depuis 4 ans, j'attendais ce moment précis. Ici, radiodiffusion française. C'est tout. La lampe rouge s'éteint. La liberté est encore bien timide. Il m'a dit que ça avait été le moment le plus difficile de sa vie, parce que personne n'en aurait voulu s'il avait un petit peu trébuché sur ses paroles, mais lui, il s'en serait voulu beaucoup. Donc c'était une grande émotion. Grande émotion, oui. Oui, oui. Et quelque chose de très important pour quelqu'un d'aussi jeune, je pense, oui. Pendant 24 heures, la radio nationale libérée n'émet que les enregistrements faits par Pierre Schaeffer et rediffuse l'annonce de Pierre Crénès. Il faut tester l'armée allemande. Est-elle encore capable d'intervenir? Mais personne ne vient arrêter les journalistes et les intellectuels qui ont envahi le studio d'essai. Alors, le 22 août, l'antenne s'ouvre complètement. Le comité d'action militaire du Conseil national de la résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adressent à la population parisienne l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les forces françaises de l'intérieur se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout, tous au combat. Ils auraient fait l'appel aux armes trop tôt, trop tard, ils auraient eu l'air ridicules, et ils l'auraient fait trop tôt, ça aurait pu faire des bains, ça aurait pu être dramatique. Ça aurait pu entraîner vraiment des choses très graves. Le timing de l'information, là, était très important, parce qu'à ce moment-là, ils étaient dans l'information, purement. C'était fini, la recherche artistique à l'époque. Il va y avoir jusqu'à 100 personnes au studio d'essai, avec ces jeunes hommes, ces jeunes reporters comme Crénès, qui n'ont de cesse de vouloir couvrir les événements. On va les retrouver sur les barricades, à partir du 22 août, dès lors que la radio ne cesse plus d'émettre. Donc c'est une radio quasi en direct à ce moment-là, puisqu'elle est en prise avec la réalité combattante de Paris insurgé. J'apprends qu'il y a du courant dans Paris à partir de minuit partout. Bon, alors nous allons continuer notre tour des quartiers fidèlement. Nous allons répéter indéfiniment ce que nous disons quartier par quartier. Il faut absolument que tout le monde le sache. Il faut qu'à minuit, tout le monde puisse prendre l'écoute. Nous nous sommes rendus dans ces quartiers qui cernent la place de la République, où les Allemands ont eux aussi élevé des barricades. Tout autour du micro de la radio de la Nation française se sont groupés un certain nombre de camarades, brassards tricolores au bras, armes en main. C'est par la radio que les Parisiens suivent l'avancée des combats, coordonnent leurs actions. Pierre Crénès est devenu en quelques heures le grand reporter de l'événement. Il s'est installé à la préfecture de police, qui est le QG des forces françaises libres. Il envoie ses reportages par téléphone. Allô, la radio? Je vous parle du standard téléphonique de l'hôtel de ville.
Oui, je n'ai pas de micro. Voulez-vous enregistrer immédiatement mon coup de téléphone? Vous êtes prêts? Attention, je commence. J'ai quitté il y a quelques instants la préfecture de police de Paris. Je suis arrivé place de l'Hôtel de Ville et je suis encore très ému. C'est surtout maintenant que je réalise la grandeur de ce que j'ai vu. En plein cœur de Paris, j'ai vu 2 chars de la division Leclerc, avant-garde de l'armée de la Libération. En racontant en direct la libération de Paris, la radio nationale devient le porte-voix de la France, à condition qu'elle soit écoutée. Comment le savoir? Pierre Schaeffer a à ce moment-là une idée qui va marquer les esprits. Messieurs les curés sont priés de bien vouloir faire sonner immédiatement les cloches à toute volée pour annoncer l'entrée des Américains à Paris. Et pour leur donner l'exemple, pour leur donner le branle, nous allons nous-mêmes démarrer ces cloches. Les opérateurs, arrêtez vos disques. Oui, sur les cloches. Mais il faut approcher le micro de la fenêtre. Non, Faisons silence complet. Pour qui entend ces documents d'archives avec cet appel au curé de Paris, qui va vraiment être suivi de cloches qui vont tatinabuler jusqu'au ponton de Notre-Dame, c'est un moment exceptionnel en fait, du son. Voilà, du pouvoir du son, à la fois du pouvoir de la radio et du pouvoir décuplé de la voix comme arme politique et comme arme de propagande. Le 25 août, c'est la reddition allemande, les combats s'arrêtent. La radio peut alors remplir sa deuxième mission essentielle, faire savoir le lendemain 26 août qui est désormais au pouvoir. Mais c'est un moment extrêmement symbolique. C'est là que De Gaulle, en quelque sorte, reçoit l'onction populaire. Il va y avoir tout un parcours organisé avec des journalistes en faction, des câbles tirés qui permettent effectivement de rendre compte de ce qui se passe au plus près des événements. Pierre tend le micro au général de Gaulle et je crois que le général de Gaulle regarde Pierre. Alors c'est amusant parce que tout le matériel était certainement très différent de maintenant et Michel Droit portait l'appareil pour enregistrer qui est juste derrière lui. Avec ses compagnons de la première heure, le général Koenig, le général Join, les membres du gouvernement provisoire de la République, le général de Gaulle quitte l'Arc de Triomphe, descendent à pied les Champs-Élysées en une marche triomphale au mépris d'un danger qui fait peser sur la joie immense de tout Paris accouru l'immonde menace des salopards. C'est là que la radio tire toute sa légitimité. Il faut savoir que l'enjeu essentiel pour Schaeffer, pour ces hommes, mais aussi pour les FFI comme pour De Gaulle, donc pour les gens pour tous les hommes de la résistance, c'est de montrer que cette radio est une radio qui s'est libérée. Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Alors est-il vrai que les Américains et les Anglais avaient préparé une radio pour les territoires libérés en France? Oui, mais comme pour tous les territoires occupés, l'AMGOT, l'administration militaire américaine des territoires occupés, avait évidemment pensé prendre le pouvoir. Il y avait une monnaie aussi qui avait été préparée, donc c'était bien au-delà d'une radio. C'était un enjeu excessivement important de pouvoir montrer justement que la radio était libérée par des Français et qu'il y avait une continuité d'antenne. Et le projet en fait de l'AMGOT est définitivement écarté seulement le 28 août. On savait très bien que ce qui allait arriver en Allemagne pendait au nez des Français, c'est-à-dire un pays occupé, sous administration militaire américaine. Pour la libération de Paris. Habilement, Pierre Schaeffer fait venir à son micro tous les officiers anglais et américains que les reporters radio rencontrent dans les rues. Grand soulagement que nous avons appris la libération de cette ville par les Français eux-mêmes. C'est une façon de faire reconnaître par les libérateurs que la nation française est capable de se gérer elle-même et de faire face aux événements. Il y a eu vraiment très peu de dégâts.
Les reporters sont sur le parvis de Notre-Dame quand le général de Gaulle arrive et qu'il y a des tirs isolés, qui énervent d'ailleurs passablement le général de Gaulle, qui aurait voulu une entrée majestueuse pour entendre le Magnificat dans la cathédrale. Et la radio est là, et la radio, on les entend. On a ces enregistrements de Raymond Marcillac, on a ces enregistrements qui disent « ça tire de partout ». Le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Ce n'était pas un attentat. On n'a jamais su qui avait tiré, ni pourquoi, ni combien il y eut de victimes. De Gaulle ne fut pas touché, ni même sans doute visé. C'était le dernier soubresaut de la libération de Paris. Tout le monde a en mémoire ces images, mais elles n'ont été diffusées que quelques jours après les événements, car il fallait développer et projeter les films. La radio, elle, l'avait raconté en direct et fait savoir que la France était de nouveau souveraine. Aujourd'hui, personne ne songerait à remettre en cause cette liberté des ondes. L'histoire montre pourtant que son combat ne s'arrête pas en 1944. La radio de la Libération a été effectivement libérée puisqu'elle a été délivrée de la tutelle allemande et que le ministère de l'Information de Vichy a disparu. Mais en même temps, elle a contribué à la mise en place de nouveaux pouvoirs et à ce titre, elle a été contrôlée tout de suite, immédiatement, par le ministère de l'Information qui a été mis en place au moment même de la libération. Ça se manifeste comment? Alors ça se manifeste, là par exemple nous avons le bâtiment, l'emplacement du bâtiment du ministère de l'Information et dans ce même bâtiment il y avait la direction de la radiodiffusion. Et cette proximité géographique, évidemment, traduit une proximité politique qui est celle d'un contrôle sur l'ensemble de l'information produite par la radiodiffusion française à ce moment-là. Ici Paris, radiodiffusion française. Cette façon de concevoir l'outil radiophonique comme un instrument de gouvernement dépendant du gouvernement est le résultat de la guerre. Les politiques ont fait l'apprentissage, ont découvert la puissance de l'instrument. Et à ce titre, elle fait peur. À la sortie de la guerre, les moyens de contrôle se multiplient. Pas question de donner une autorisation d'émettre à une radio privée. Toutes les stations de radio de France sont unifiées sous une administration unique. La procédure mise en place pour surveiller le contenu de l'information est tatillonne, mais efficace. Alors, les bulletins d'information étaient rédigés et préparés par les journalistes. Ils étaient supervisés par la direction de l'information de la radio et ils étaient lus au micro par un speaker. Tout est filtré en quelque sorte. C'est une forme de censure, mais qui produit de l'autocensure. C'est-à-dire que finalement, les journalistes savaient exactement dans quel terme il fallait utiliser, savaient comment équilibrer la présentation des faits, comment ne pas éventuellement parler de quelque chose, donc par omission, autocensure par omission. Les partisans de cette conception la justifient au nom du droit de réserve qui s'impose au service public. Mais cette notion est très vite récupérée par les gouvernements de l'époque. Ils s'arrogent le monopole de la parole à la radio. Les chefs de parti n'ont plus accès au micro. Dès 1946, De Gaulle et les communistes disparaissent de l'antenne. L'idée que la radio, c'est la voix de la France, c'est une idée qui est parfaitement partagée et qui ne fait réagir personne, aussi bien les journalistes d'ailleurs que les gouvernements. Donc, affirmer que les micros sont le vecteur privilégié de la communication gouvernementale, comme on disait, c'est tout à fait normal, ça apparaît comme normal, avec évidemment toutes les dérives possibles, dont ces phénomènes de contrôle aussi développés que ce que nous avons vu. Ceux qui ont libéré la radio, à commencer par leur chef, Jean Guignebert,
ne partagent pas tous cette conception d'un service public aux ordres du pouvoir. Je considère encore que la radio doit être celle de la nation tout entière. Qu'elle doit à ce titre être le reflet de toutes les opinions. Oui. Il n'y a pas de raison pour que la presse radiophonique ne soit pas aussi libre que la presse écrite. Ah, ça d'accord. Et pour Évidemment. que cette liberté s'affirme, il convient que chacun puisse s'exprimer. Pour Jean Guignebert, aucun gouvernement ne peut décider à lui seul ce que doit être la neutralité de la radio. Et il demande qu'elle bénéficie d'un statut d'autonomie. Alors là, il n'était pas du tout question d'autonomie, ni en termes administratifs, ni en termes politiques, du côté du gouvernement. Alors ça se termine comment ? Ça se termine par le limogeage de Jean Guignebert, purement et simplement à l'automne 1945. Pierre Schaeffer est parti de lui-même dès l'automne 1944. Il ne s'entendait pas avec Guignebert et ne se reconnaissait pas dans la radio qui se créait. Je crois qu'il a toujours essayé de sortir, vous voyez, de créer des choses qui sortaient des moules, qui sortaient des carcans. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui le définit, Schaeffer. Il n'était pas hors la loi, mais c'était toujours en marge des institutions. Pierre Crénès, lui, va connaître une mise à l'écart plus confortable. Tel qu'il me l'a raconté, je crois qu'il était très jeune. Et je crois qu'un certain nombre de personnes a pensé qu'il valait mieux le sortir de ce milieu très politique où il n'était probablement pas très fait pour ça. Et on l'a envoyé aux États-Unis. Pierre Crénès devient ainsi l'homme qui fait rêver la France d'Amérique. Ici Pierre Crénès à New York. Nous sommes ce soir à l'hôtel Waldorf Astoria à New York, où se déroule le 6e... Et il le fait pendant 15 ans, racontant l'automobile, la consommation, les Kennedy et la guerre froide. C'était tous les sujets l'ONU, l'OTAN, les relations avec les Russes, le nucléaire, les Rosenberg. C'est 15 ans de relations franco-américaines et mondiales. En Europe, c'est l'époque des Trente Glorieuses. La reconstruction, la vie qui s'ouvre. Dans cette euphorie qui fait oublier les souffrances récentes, on s'accommode des petits arrangements avec la liberté. Et qu'en moins de 2 ans, De Gaulle, les communistes, Guignebert, Schaeffer, les principaux acteurs de la libération des ondes, ont disparu de la radio. Mais cette mainmise des gouvernements de droite, centristes ou socialistes de l'époque sur la radio ne veut pas dire qu'ils veulent museler toute la presse. Dès le mois d'août 1944, le lendemain de la descente des Champs-Élysées par le général de Gaulle, le gouvernement provisoire a publié des ordonnances qui ont comme idée centrale garantir l'indépendance de la presse. Ces idées tournent autour de chasser les puissances d'argent du temple de la presse. C'est véritablement ça le point de départ. La presse, les médias en général, puisque la radio est concernée aussi, la presse est considérée comme coupable de la défaite, de ne pas avoir mis les Français, le cœur des Français, les transformer en des lions qui seraient invincibles, parce que la presse commerciale s'occupait des faits divers, du sport, du people avant la lettre, et ne s'occupait pas assez de montrer les combats qu'il fallait mener contre les Allemands ou pour la démocratie. Les journaux qui ont continué de paraître pendant l'occupation changent de main pour être confiés à des résistants et paraissent sous de nouveaux titres. Ce sont eux, et non la radio, qui vont incarner la liberté de la presse. Les ordonnances de 1944 leur garantissent une totale liberté d'opinion. Les ordonnances étaient imprégnées d'une volonté morale, si vous voulez, de dignité et de morale, c'est-à-dire donner, encadrer la presse de façon à ce que l'information soit meilleure, qu'elle soit plus juste, plus proche de la réalité, etc. La presse est bien contente finalement que la radio soit nationalisée parce que d'une part, elle n'aura pas de budget publicitaire et donc elle ne va pas prendre de publicité à la presse qui en a bien besoin pour vivre. Et d'autre part, étant soumise à l'État, au gouvernement, elle sera beaucoup moins indépendante et donc l'indépendance sera incarnée par la presse. Et c'est la presse qui domine dans les années 40 et 50. La seule liberté qu'avait la radio, c'est que
Comme les gouvernements étaient très éphémères, que certains duraient 2 mois ou 6 mois, ils n'avaient parfois pas le temps de s'installer véritablement pour censurer au plus près la radio. La guerre d'Indochine, l'affaire du canal de Suez et le début de la guerre d'Algérie s'étalent à la une des journaux. Mais la radio nationale se contente de diffuser les communiqués officiels. L'information est diffusée par Europe 1, qui vient d'être créée, et Radio Luxembourg, RTL. Des stations privées dites périphériques, parce que leurs émetteurs sont situés à l'étranger, mais dont la liberté reste limitée. L'État français peut influencer leur contenu, car il détient une partie importante de leur capital. Ce contrôle des ondes va prendre une nouvelle dimension avec l'apparition de la télévision, comme le montre l'évolution des sigles de l'audiovisuel de l'époque. La radio de la nation française, la RNF, devient la RDF, la radiodiffusion française, puis la RTF, la radio-télévision française, et enfin l'ORTF, l'Office de radio-télévision française. Puisque c'est une onde, on applique à la télévision les mêmes règles et le même statut que la radio. Puis la deuxième phase du gaullisme et de ses relations avec les ondes, c'est évidemment quand il arrive au pouvoir en 1958. Et là, on ne rigole plus. Il va s'agir effectivement de contrôler le plus directement possible la télévision en mettant des gens qui sont fidèles au général de Gaulle. On parlait du général de Gaulle en l'appelant le général micro. Et il est celui qui s'est fait connaître à travers les ondes, à travers le micro, la radio. Mais lorsqu'il découvre la télévision, un peu comme tout le monde dans les années 50, il y voit immédiatement une possibilité pour lui de s'adresser directement, de manière encore plus présente, encore plus réelle, au peuple directement, sans passer par les fameux corps intermédiaires qu'il n'aime pas. Mais tout d'abord, nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. La radio et la télévision lui sont complètement soumis par l'intermédiaire du ministre de l'Information, notamment Alain Peyrefitte, qui a été longtemps ministre de l'Information, qui regardait le journal télévisé ou qui écoutait les bulletins d'information à la radio, avec à la main son téléphone pour téléphoner au président de l'ORTF pour lui dire « mais virez-moi ce con !» On a un souvenir extraordinaire quand il y a eu une réforme des programmes de l'ORTF, le ministre de l'Information arrive en majesté pour présenter la réforme des programmes devant les téléspectateurs. Nous avons demandé au ministre de l'Information, à M. Alain Peyrefitte, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. Est-ce que cela ne va pas être considéré comme une sorte de mainmise du gouvernement sur le journal télévisé? Le fait que j'inaugure cette nouvelle formule de journal télévisé ne signifie pas que le gouvernement veut se l'approprier. Quand un ministre de la République... Malgré ce monopole exercé par les gaullistes, ces derniers vont constater ce qui était pourtant déjà évident pendant la guerre, le contrôle de la radio et de la télévision ne garantit pas le maintien au pouvoir. Au présidentiel de 1965, le général de Gaulle est mis en ballotage à la surprise générale. Il s'entête à se servir de la télévision pour le deuxième tour, mais pas question de prendre le moindre risque. Le journaliste qui l'interviewe est un de ses plus fervents partisans. Mon général, c'est la première fois que vous acceptez de répondre sur l'écran de la télévision aux questions d'un journaliste. Michel Droit, celui-là même qui avait couvert avec Pierre Crénès la descente des Champs-Élysées en 1944. Être aux ordres, la télévision et la radio vivent de plus en plus mal cette situation de relais du pouvoir. La guerre est finie depuis 20 ans, une nouvelle génération de journalistes est arrivée. Et la révolte, elle arrive très tôt, dès 58, dès 59. Mais la grande révolte, évidemment, des journalistes contre la pression du pouvoir, c'est mai 68. L'un des personnages principaux de mai 68, c'est le poste à transistor qui vient d'apparaître. Il permet d'écouter la radio n'importe où, n'importe quand. Europe 1 et RTL retransmettent les événements en direct. La France entière est suspendue à leurs ondes. Allô, eh bien, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté, de l'autre barricade, et maintenant les barricades sont en feu. Les journalistes des ondes nationales sont muselés. Ce sont pourtant eux qui avaient inventé le direct à la radio 24 ans plus tôt, à la libération de Paris.
Il faut libérer les ondes, libérer l'ORTF, et c'est très tôt ces deux convictions qui vont l'emporter à l'intérieur de l'ORTF. D'une part, ça va commencer par il faut donner la parole 68 heures, il faut montrer ce qui se passe dans le pays, c'est la première revendication. Et comme le gouvernement, la direction de l'information, la direction de la télévision rechigne, refuse, et bien là, on va s'emparer du mouvement, et on va demander de libérer l'ORTF. Les journalistes sont les derniers à rejoindre le mouvement de mai 68. Ils seront aussi les derniers à arrêter leur grève. Ils défilent tous les jours autour de la maison de la radio pour demander leur liberté, la séparation entre l'État et l'audiovisuel. Le pouvoir ne cède pas, la répression sera féroce, plus de 600 journalistes de la radio et de la télévision seront licenciés. La radio et la télévision ne sont pas libérées en 68, mais ce n'est pas totalement un échec puisque la grève va avoir lieu, elle va faire bouger les lignes, elle va faire discuter, elle va faire apparaître les questions importantes. En 68, les journalistes, les professionnels de l'ORTF vont avoir appris la liberté, les choses ne pourront plus se passer comme avant, et même s'il va y avoir cette répression après 68, cette reprise en main, les journalistes vont se battre pour la liberté et on ne pourra plus jamais faire revenir les choses en arrière. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des trois quarts, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. Messieurs les censeurs, bonsoir. Quatre ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing succède à Pompidou. Comme ses prédécesseurs, il cherche dès son arrivée au pouvoir à prendre le contrôle des ondes. Sa méthode ? Faire éclater l'ORTF en 7 sociétés différentes et profiter de la répartition des personnels pour écarter ceux qu'il juge trop à gauche ou trop gaullistes. L'éclatement de l'ORTF va apparaître pour l'ORTF comme un immense recul, alors qu'en réalité, ça va être une victoire, puisqu'on va voir que les programmes, l'information va être beaucoup plus libre après 1974 qu'avant. Ils sont nombreux, les républicains indépendants de mon cul ? Non. Ce sont les socialistes de mon cul, surtout. Les socialistes et radicaux-socialistes, mais principalement radicaux-socialistes. C'est ça. Et dites-moi, j'ai l'impression, là, on arrive dans une petite ruelle, j'ai l'impression que mon cul est très étroit. Peu à peu, l'autocensure se dessert. Le pouvoir n'ose plus se lancer dans la répression. Mais les ondes ne sont toujours pas libres. Elles restent sous le monopole de l'État et ses responsables sont nommés en Conseil des ministres. C'est de la radio que va finalement venir la liberté. 18h18. Réflexion faite, 19h, 19h30. Radio verte, radio de quartier, 89 MHz. À la fin des années 70, des centaines de radios associatives, musicales, locales ou nationales, envahissent la bande FM. Une sorte de retour à la spontanéité des années 20. C'est le mouvement des radios libres. Le mouvement des radios libres, au départ, est une réaction au monopole d'État sur l'audiovisuel, détenu par les pouvoirs publics, et surtout à l'usage qu'en fait, à l'époque, le président Giscard d'Estaing. Ça part de là. S'engage alors un bras de fer entre les radios libres et le gouvernement. La police saisit des émetteurs, les procès se multiplient. Censure, la censure. Oh, la vilaine censure. On peut changer la fréquence en une demi-heure. En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran. TDI, allez, téléphone. Brouiller 10 à radio, ça va. Brouiller 50, ça va. Brouiller 100. Donc, c'est dire que, effectivement, on ne pouvait pas traduire en justice des milliers de radios. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, l'abandon du monopole était fatal. Fatal. On ne savait pas quand, mais c'était fatal. Bonsoir. Ici Radio Riposte, la radio des socialistes de Paris. C'est de François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste à l'époque, que va venir l'estocade. Pour s'attirer la sympathie de la jeunesse, il crée sa propre station, Radio Riposte. C'est une provocation. La police débarque au siège du Parti socialiste. Le débat sur la liberté d'information devient public. Le Parti socialiste a décidé de lancer une vaste campagne afin que l'opinion se rende compte à quel point est menacée dans notre pays la liberté d'information.
il fallait espérer que les policiers de Giscard d'Estaing auraient le mauvais goût de venir fracturer les portes du Parti socialiste, saisir, conduire en garde à vue. Autant de choses maladroites. Ce fut une tribune. Il avait fait quelque chose qui était, comment dirais-je, qui le retirait tout choix, c'est d'avoir été le pirate des ondes. 4, 3, 2, 1... Dès son arrivée au pouvoir, François Mitterrand fait comme les autres. Il favorise l'entrée de ses partisans dans les chaînes de radio et de télévision. Mais il a été trop loin dans sa campagne électorale. Les auditeurs des radios libres défilent dans la rue pour lui rappeler ses promesses. En 1982, il casse le monopole et crée la première haute autorité de l'audiovisuel. La liberté totale n'est pas encore là, mais le cadre est en place et le mouvement devient irréversible. La radio en modulation de fréquence a été totalement libre pendant quelques mois. Totalement. Anarchique, près. L'idéal officiel, enfin la version officielle et originelle, c'était des radios pour la liberté d'expression et pas pour de la musique. Ce qui s'est passé après, c'est autre chose. La fin du monopole a signifié l'arrivée en force du privé dans l'audiovisuel. Ce que n'avaient pas prévu les législateurs, c'est que la liberté des ondes favoriserait la recherche de l'audience, le retour de l'argent. Curieusement, on est revenu à une situation assez comparable à celle de l'entre-deux-guerres, où privé et public se partagent ce qui est devenu un marché et les antennes de la Tour Eiffel. Mais une question reste posée, la plus simple et la plus fondamentale peut-être. Qu'est-ce que la liberté des ondes ? Nous l'avons posée à un de ceux qui a sans doute le mieux connu tous les soubresauts et l'histoire de la radio, l'ancien secrétaire d'État à la communication et président de Radio France, Jean-Noël Jeannet. Une onde libérée, c'est une onde qui sait mettre en valeur tous les atouts de la radio, sa promptitude, son immédiateté, et le faire contre les menaces de l'extérieur. Il y a la menace des gouvernements qui ont envie de se saisir d'un outil dont ils exagèrent d'ailleurs parfois la capacité d'influence par rapport aux citoyens, et puis la liberté par rapport à l'argent qui vient introduire tous les effets de la publicité. Ça peut avoir son charme, mais c'est quand même très pesant et qui peut d'autre part pousser la radio à répondre uniquement au plus petit commun dénominateur des goûts du public, alors que si on marche sur un autre ressort, l'argent public, l'offre s'élargit au grand profit et c'est une forme de liberté de la culture et du civisme. Dans la France telle qu'elle est, c'est-à-dire à vue humaine, un pays où la démocratie dans l'ensemble est assurée, on n'imagine pas qu'on puisse revenir en arrière à une radio comme sous la 4e République ou dans les premières années du général de Gaulle, qui soit vraiment dans la main de l'État. On ne peut pas l'imaginer. Il y a un effet de cliquet et le public ne le supporterait pas. Et puis techniquement, il y a une telle diversité de stations possibles. Maintenant, ce qui n'était pas le cas jadis ou naguère, qu'il est vraiment exclu à mes yeux que à nouveau l'État vienne avec un édredon pour empêcher cette liberté. Oui, c'est exclu, heureusement. Depuis 20 ans, les sondages disent qu'aux yeux des Français, la radio est le média le plus libre et le plus fiable. Mais l'impertinence et la fantaisie qui ont fait son succès sont partis vers un autre média, Internet. La liberté est ce qui rassemble et parle au plus grand nombre. Les ondes l'ont appris au cours de leur histoire et doivent s'en souvenir pour assurer leur avenir.